Sur le Mali et sur le monde, c'est dans un instant. Le journal. Salimata Dao. Bonjour chers auditeurs, merci de votre fidélité. La mise en onde est assurée par Abse Traoré. Sekou Traoré assure la transmission sur les différentes plateformes digitales. Les titres. Mise en valeur des sites des falaises de Badiangara, un projet vient d'être lancé. Il va reconstruire et réhabiliter ce patrimoine. Plus de 600 millions de francs CFA seront investis dans les travaux. Aujourd'hui, la transition malienne a 2 ans. À son actif, plusieurs chantiers en cours, dont celui des réformes politiques et institutionnelles. Une nouvelle loi électorale a été adoptée et une nouvelle constitution est en cours de rédaction. Siaka Konaté nous propose un dossier sur le sujet dans cette édition. Notre chroniqueur Adama Djimde s'intéresse ce jeudi à Boulé Mineur, qui est une structure de détention pour les plus jeunes. Comment la vie des détenus y est organisée? La réponse en fin d'édition. En sport, nous allons vous faire revivre les temps forts du retour des championnes d'Afrique de basket U18 Madagascar 2022. D'autres infos sportives vous seront également livrées par Abdul Karim Kaba. Bienvenue. Un nouveau projet lancé hier dans la 19e région Badiangara. Il s'agit du projet de reconstruction et de réhabilitation du patrimoine des sites des falaises de Badiangara. Le projet est financé par la Fondation Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Il va coûter plus de 600 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Envoyé spéciaux à Badiangara, Alpha Maïga, Mohamed Sidibé. La cité légendaire de feu Nagabanou Tembeli, la capitale de la nouvelle 19e région du Mali, ce jour, Bandiagara, dans toute sa splendeur, une ambiance particulière. 20 tonnes de vivres destinés aux populations et du coup marque le lancement d'un projet. Il s'agit du projet reconstruction et réhabilitation du patrimoine des sites des falaises de Bandiagara. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le montant qui sera investi par les partenaires techniques et financiers sur une durée de 3 ans. Ali Ndaou, porte-parole des partenaires techniques et financiers UNESCO. Ce projet ambitionne le renforcement des capacités des acteurs par la mise en place des chantiers écoles dans chacun des villages bénéficiaires, la réhabilitation et la reconstruction d'environ 125 maisons et de 125 greniers, mâles et femelles, dans les localités de Ouassagou, Peul, Sobanda, Tegourou et Domolo. La reconstruction d'environ 8 togoulons, la collecte, l'inventaire des objets culturels pour la création d'une collection d'objets rituels. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Mon département ne ménagera aucun effort pour sa réussite et accordera une attention toute particulière à ces impacts qui vont permettre certainement d'assurer la conservation durable du site des falaises de Bandiagara, ces biens culturels et naturels multiséculaires et multidimensionnels. Le site des falaises de Bandiagara couvre une superficie de 4000 km². Il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989. Pour les bénéficiaires, l'émotion est grande. Moussa Tembeli, porte-parole des bénéficiaires. Notre mobilisation s'inscrit en parfaite résonance avec l'actualité de notre pays qui nous oriente vers la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Sidi Mohamed El-Béchir, gouverneur de la région de Bandiagara. Pour une mobilisation autour des valeurs auxquelles nous sommes attachés, pour renverser la tendance, parce que le patrimoine culturel malien est un trésor pour l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi j'en appelle à chaque circonstance toutes les forces vives de la région à un dialogue social et inclusif pour un développement harmonieux de notre nouvelle région administrative. La cérémonie de lancement du projet a été une journée touristique. Elle est marquée par des visites qui ont conduit la délégation sur plusieurs sites.
mais aussi chez les notabilités parmi lesquelles le Hogon. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le Hogon de Bandiagara a partagé des moments d'intense émotion avec eux. Et nous avons saisi l'occasion pour demander beaucoup de bénédictions pour le pays. Plusieurs cadeaux ont été distribués au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour les nombreux efforts consentis. Une soirée dînatoire au rythme de Gambari, un souvenir qui nous fait plonger tout simplement dans la belle époque de la biennale artistique et culturelle du Mali. Ce jeudi 18 août 2022 marque les 2 ans de la transition, une transition dont l'un des chantiers porte sur les réformes politiques et institutionnelles. Une nouvelle loi électorale a été adoptée par le Conseil national de transition et promulguée par le président de la transition en juin dernier. Elle prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. La commission de rédaction de la nouvelle constitution travaille depuis plus de mois sur l'avant-projet de la loi fondamentale conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Les détails avec Seka Konaté et Adama Kamara. Mauvaise organisation des élections, mal gouvernance, corruption, impunité, les Maliens en ont marre de ces mots qui minent leur société depuis quelques décennies. C'est pourquoi ils exigent le changement et la construction d'un Mali nouveau. Ce cri de cœur a été entendu par les autorités de la transition, d'où la politique de refondation de l'État. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les autres autorités de la transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, ont initié les assises nationales de la refondation pour permettre aux Maliens de l'intérieur, comme ceux établis à l'extérieur, de se parler, de parler de la crise, de diagnostiquer tous les paramètres de cette crise et de proposer des solutions. Et c'est cet ensemble de solutions qu'on a appelé refondation. Il s'agit d'envisager et de rebâtir un nouveau système étatique, bout par bout, pan par pan, pour que progressivement on puisse justement avoir un système bien assis qui puisse permettre à l'État de jouer ses rôles régaliens en matière de défense, de sécurité, d'administration intérieure, de gouvernance socio-économique. Tenu en décembre 2021, les ANR ont formulé 517 recommandations qui ont été déclinées en actions gouvernementales contenues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Un comité indépendant de suivi et d'évaluation de ces recommandations a été mis en place. Puisqu'on ne peut pas tout faire en un laps de temps, la priorité a été donnée aux réformes politiques et institutionnelles, ce qui a abouti à l'adoption le 17 juin dernier d'une nouvelle loi électorale par le Conseil national de transition CNT et sa promulgation le 24 juin par le président de la transition. L'une des principales innovations de cette loi électorale est la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Fatoumata Sekou Dikou, ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. L'organe unique indépendant de gestion des élections. Dans le processus électoral, il va reprendre en son compte un certain nombre de pouvoirs qui étaient exercés par d'autres entités, telles que le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale des élections. Contrairement à la CENI, qui n'avait qu'un pouvoir de supervision, donc l'autorité indépendante de gestion a un pouvoir de gestion. Donc il va se substituer au MATD dans ses missions de centralisation des résultats des élections. Ensuite, il y aura la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et l'EGE va aussi proclamer les résultats provisoires des élections avant de transmettre ces résultats donc à la Cour constitutionnelle qui va finaliser en l'état, dans l'ordonnancement juridique actuel, les résultats définitifs. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les mauvaises élections nous ont toujours causé du tort. Et pour aller à des élections transparentes,
crédible, sincère, accepté par tous, mais surtout sécurisé. Il faudrait justement passer par ce nouveau système-là, que la loi électorale nouvellement votée permet d'obtenir à travers la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont la constitution des membres est actuellement en cours pour prendre en main tout le processus électoral. Le processus de rédaction d'une nouvelle constitution a déjà démarré avec la mise en place d'une commission de rédaction qui a reçu le 12 juillet dernier sa feuille de route des mains du président de la transition. Elle a 2 mois pour faire ce travail. La constitution de février 1992 a connu ses limites depuis fort longtemps d'ailleurs, et que plusieurs tentatives de révision, de réforme, de refonte ont été initiées sans succès. Aujourd'hui, le peuple malien, au cours des assises nationales de la refondation, a convenu d'aller vers une nouvelle constitution. Et les autres autorités de la nation ont mis justement en chantier un certain nombre de décisions. La création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution qui doit faire des consultations larges du peuple malien et parvenir justement à un avant-projet de nouvelle constitution. Le gouvernement a d'autres textes de réforme déjà prêts à soumettre à l'appréciation des acteurs politiques et autres forces vives de la nation après l'adoption de la nouvelle constitution. Fatoumata Sékou Dikou, ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Dès que la nouvelle constitution va être adoptée par référendum, ça aura un impact sur beaucoup de textes existants que par anticipation d'ailleurs nous avons pu retravailler. Notamment il y a la loi organique de la Cour constitutionnelle, la loi organique relative aux députés, la charte des partis politiques, un certain nombre de textes sur lesquels la réforme constitutionnelle va avoir une incidence. La réussite de ces réformes nécessite l'adhésion de tous les Maliens. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Je pense que pan par pan, la refondation se construit. Il s'agit de suivre cela de façon méthodique, résolue, et à l'interne du gouvernement, mais aussi avec les mécanismes externes et indépendants de suivi, et c'est cela qui nous reste. Il s'agit de créer les conditions pour que cela se poursuive tel que prévu dans le cadre stratégique de la refondation de l'État pendant la période de transition. Les pouvoirs subséquents aussi qui viendront continueront certainement le projet voulu par tous les Maliens. Le gouvernement a mis en place un mécanisme interne de mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. À l'Inter, au Tchad, le chef rebelle Timan Erdimi en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno est arrivé hier à N'Djamena à 2 jours d'un dialogue national entre l'opposition civile et le pouvoir. Le chef de l'Union des forces de la résistance, IFR, Timan Erdimi, doit participer à partir du samedi prochain au dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs aux civils. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doivent se rencontrer aujourd'hui à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets seront abordés, entre autres les exportations de céréales ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes ont annoncé hier atteindre 5 navires de plus dans le port de Tchornomorsk avec plus de 70 000 tonnes de produits agricoles. Il s'agirait du plus gros convoi observé depuis l'accord signé le 22 juillet. La consommation de la chicha est désormais interdite au Mali, vous le savez. Nous vous proposons dans ce journal en rediffusion un dossier sur les effets du produit sur la santé des consommateurs. Selon les spécialistes, la chicha délivre 20 fois plus de goudron et comporte 3 fois plus de nicotine que la cigarette. Des témoignages poignants et explications des spécialistes dans ce dossier signé Saloum Konaté. Appelé narguilé, pipao ou hookah, la chicha est une forme moderne de consommation du tabac. Depuis un certain temps, on constate une véritable explosion du phénomène à Bamako. Cette fille qui a voulu garder l'anonymat ne peut passer une journée sans fumer la chicha. Pour elle, c'est une façon d'oublier les soucis.
Souvent, si je n'arrive pas à en avoir, je pars fumer chez mes amis. En plus, j'ai plusieurs amis qui en possèdent. Maintenant, je me promène avec ma chicha dans mon sac partout où je suis. À vrai dire, j'ai commencé à fumer la chicha quand on a déménagé. C'était ennuyant car mon père ne voulait pas qu'on sorte. Du coup, quand je fume, le temps passe vite et ça me met vraiment à l'aise. Vu que je suis une femme, au grain, je suis la première à fumer. La chicha est devenue un stimulant pour la plupart des jeunes, comme Lassina Diallo qui en consomme sans modération. Pour lui, un grain sans chicha, c'est comme une sauce sans sel. Il faut de la chicha au grain. Sans la chicha, pas de motivation. On peut consommer souvent plus de 6 tabacs de la chicha la nuit. Une fois, j'ai acheté celle qui coûte plus cher, 15 000 francs. Je l'ai consommée en 2 jours. Pourtant, la chicha n'est pas sans danger pour la santé des consommateurs. Preuve, la quantité de monoxyde de carbone que la chicha contient est 7 fois supérieure à celle contenue dans la cigarette. Dr Jakina Soumaré, pneumologue. La chicha est plus dangereuse que le tabac, la cigarette fumée, parce qu'on sait qu'une bouffée, 50 bouffées, c'est-à-dire de chicha, correspond à 2 paquets de cigarettes fumées. Donc imaginez des jeunes 15 à 20 ans qui se lancent dans cette utilisation où ils font à peu près l'utilisation par jour de plus de 50 bouffées. Toutes les maladies engendrées par la cigarette peuvent être engendrées par la chicha, à savoir les maladies cardiovasculaires, et les maladies respiratoires, les maladies orales, parce qu'on sait que l'utilisation de la pipe avant, quand on prend l'analogie sur l'utilisation de la pipe avant, ça crée, c'est-à-dire des cancers. L'ampleur de la consommation de la chicha s'explique par un certain nombre de facteurs, comme nous l'explique Dr Foudje Tandjougoura, sociologue. À la base, je pense qu'il y a la non-réglementation de ce stupéfiant, si on peut l'appeler ainsi, par les autorités, ou même s'il y a une réglementation, ce n'est pas appliqué. Et donc, il y a également la perte de vigilance des parents sur l'éducation des enfants, et cela à tous les niveaux, au niveau familial, mais aussi au niveau communautaire. Et donc, finalement, c'est dans l'opinion publique, et ce produit est passé comme étant un produit inoffensif. Et donc, les jeunes ont trouvé en ça un moyen d'extérioriser, de se regrouper autour comme un grain, et c'est ce qu'on voit, les graines ne sont plus autour des thés, mais autour de chicha, même dans la rue. La conséquence est qu'on peut passer facilement de chicha à consommer, n'est-ce pas, le cannabis, ou bien à consommer d'autres drogues dures, parce qu'on est déjà habitué à consommer les chichas. Ce n'est pas la même chose que de passer du thé simple à la consommation d'autres stupéfiants. Donc la frontière, de mon point de vue, est assez mince, et donc le risque de basculer dans la drogue dure est de plus en plus évident lorsqu'on continue avec la consommation de chicha. En plus de mettre sa santé en péril, le fumeur de la chicha empoisonne les personnes à proximité qui peuvent inhaler involontairement la fumée. Parole des spécialistes. « 13 heures passées de 18 minutes et nous allons à présent parler sport. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le handball, un sport collectif d'origine allemande. Toujours en handball, la finale des messieurs du championnat national se joue cet après-midi. Basketball, les championnes d'Afrique et les garçons 3e de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, Madagascar 2022, ont regagné le pays hier. Le développement de la page sport, c'est avec Abdulkarim Kaba. Commençons par le basketball. Les championnes d'Afrique et le 3e d'Afrique de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, Madagascar 2022, ont regagné le pays hier. La Fédération malienne de basketball et le ministère en charge des sports ont réservé un accueil chaleureux à ces formations. Le point avec notre reporter Salif Ouedrago. Les reines d'Afrique des moins de 18 ans, trophée en main, médaille d'or au cou et sourire aux lèvres reçoivent les honneurs de la nation. Le ministre en charge du sport a félicité chaleureusement ces jeunes championnes qui ont remporté l'Afro-Basket des moins de 18 ans qui a eu lieu du 4 au 14 août à Madagascar. Elles ont brillamment porté les couleurs de notre pays et ont grandement participé à la promotion de la balle au panier une fois de plus. Le ministre a également remercié les dirigeants, le staff technique qui se mobilisent chaque jour pour que le basketball malien soit vivant et actif. Moussa Ak Atayer, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Une fierté nationale d'accueillir ces jeunes demoiselles, ramener la coupe
d'Afrique de leur génération, en ramenant la médaille d'or au Mali, en ramenant cette coupe et en même temps le titre de meilleure joueuse de la compétition. Je pense qu'on ne peut être que fier et être honoré. L'État, à travers ma personne, tient au nom du président de la transition, chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, au nom de l'ensemble du gouvernement, à exprimer nos chaleureuses félicitations à cette équipe. Ensuite, cap est mis sur le palais des sports Salamatou Maïga pour célébrer cette 8e couronne avec les supporters et surtout avec les parents. C'est avec fierté et honneur que les acteurs ont en retour remercié les autorités maliennes pour leur accompagnement. Sori Diakité, sélectionneur des moins de 18 ans filles. Bon, la coupe, c'est pas pour nous, c'est pour le Mali, c'est pour tout le monde. Donc vraiment, on est content pour tout le monde. Vraiment, on dit félicitations à tous les Maliens. Les championnes et leur encadrement auront chacun 5 millions de francs CFA. Et les médailles de bronze et leur staff vont toucher 1 million de francs CFA. Le prochain objectif pour le sélectionneur Sori Diakité et ses joueuses est d'atteindre au moins la finale du Mondial 2023 des moins de 19 ans en Espagne. Handball à présent, la finale du championnat national se joue cet après-midi dans la salle Abdallah Mahaman Haïdara du stade du 26 mars de Yirumadio. Cette finale qui concerne les hommes oppose les porteurs d'uniformes. L'ISFAS sera donc face à l'AS Police. Le coup d'envoi de cette finale est prévu pour 16h. Déjà chez les dames, le centre Omnisport de Missabou est sacré champion du Mali. Cette année, outre Sikasso, toutes les autres ligues régionales du Mali ont pris part à ce championnat. À présent, la leçon du sport. Pour terminer, la leçon de ce jeudi porte sur le handball, un sport collectif d'origine allemande. Ce sport, tout comme le basketball, se pratique avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Un match de handball oppose des équipes de 7 joueurs de part et d'autre. Plus de détails avec Isaac Chinou en rediffusion. Le handball est un sport collectif joué à la main où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire séparé en 2 camps. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif d'origine germanique qui se joue à 7 contre 7, dont chaque équipe a un gardien de but. 6 joueurs et un gardien de but. Il se joue sur une surface de 40 sur 20. Longueur 40, largeur 20 mètres, avec 2 zones de 6 mètres uniquement réservées aux gardiens du but. Il y a 2 buts de 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Le jeu est assisté par 2 arbitres, des chronométreurs et des juges arbitres qui sont chargés de marquer les points. Ce sport se pratique en effet avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Au bout du temps réglementaire, l'équipe qui aura marqué le plus de buts est déclarée vainqueur. Un match de handball prend 1 heure de temps avec 10 minutes de pause, 30 minutes chaque mi-temps. Chaque but marqué compte 1 point. Et l'équipe qui engendre beaucoup de points est donnée vainqueur. Le handball a des similitudes avec le basketball. Amadou Maïga. Avoir les 2 jeux, il y a des similitudes, les passes, les dribbles, mais seulement de la manière dont les points sont marqués sont différents. Au basket, on a un panier qui est suspendu. Or, au handball, on a des buts avec gardien de but. Au niveau du handball, comme au basket, il y a les règles de marché, mais là aussi, ça diffère un peu. Parce qu'au basket, il y a beaucoup de restrictions au handball. On peut faire 3 pas, dribbler et reprendre la balle, shooter. Or, en basket, après les 3 pas, on ne peut pas dribbler. Le handball est inscrit au programme des Jeux Olympiques d'été depuis 1936 et est réapparu après interruption aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Chronique judiciaire. Les mineurs qui ont commis des infractions punies par la loi sont admis dans un centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs appelé Bolé mineur. Ici, ils bénéficient de toutes les commodités, y compris la poursuite de leurs études. Chronique judiciaire consacre une série de reportages à Bolé mineur. Voici pour vous le premier numéro. C'est une réalisation de Adama Djimdi. Les enfants en conflit avec la loi sont arrêtés au même titre que les adultes. Toutefois, puisqu'ils sont mineurs, ils bénéficient d'un traitement spécial au niveau du centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs 6 à Bolé en commune 6 du district de Bamako.
Ce site est réservé pour le cantonnement des enfants privés de liberté. Les mineurs garçons y sont envoyés sur décision du juge des enfants. Une fois sur place, ils sont confiés à des psychologues qui apprécient la conduite à tenir. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. Quand les enfants arrivent ici, nous avons deux possibilités pour parler des enfants scolaires formels, c'est-à-dire de l'école francophone, mais aussi il y a des arabisants. Nous essayons de faire une certaine observation pendant un certain temps, que nous appelons la quinzaine d'observations, qui nous fera comprendre certaines choses de la personnalité de l'enfant, certains acquis, éventuellement d'autres renseignements permettant d'asseoir la personnalité et peut-être même les raisons de leur déviance et de leur présence ici. Parmi les enfants qui sont internés à Bolé se trouvent souvent des écoliers. Des dispositions sont prises aussitôt afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. Si nous nous rendons compte qu'un enfant est scolarisable, nous le replaçons dans une école que nous appelons école Miss de Bolé pour continuer sa scolarité. Mais avant d'y être dans cette école, c'est un enfant qui a traîné assez longtemps dans la rue. Nous actualisons ses connaissances à l'intérieur ici. S'il faisait la 3e année, la 4e année, la 5e année, la 7e année, il y a des éducateurs sociaux, des travailleurs sociaux qui s'occupent de lui pendant une quinzaine de jours, sinon un mois. D'abord pour actualiser les connaissances, ensuite pour créer la confiance entre lui et en tout cas la structure, lui permettant d'aller de lui-même à l'école Miss de Bolé et de revenir sans habillement spécifique et sans étiquette spécifique comme tous les enfants des quartiers environnants, disons. Du moment où les enfants de l'école classique francophone bénéficient d'un encadrement, il en est de même pour ceux des Médersa. Les arabisants ne sont pas aussi oubliés. Nous avons initié un centre qui est à côté, que nous appelons centre multifonctionnel, où on a ouvert une école franco-arabe, permettant aussi à l'avenir de recevoir aussi les enfants qui ont fait arabe. Nous avons la volonté de respecter l'ensemble des droits qui sont liés à la personnalité de l'homme et de l'enfant en particulier, sauf et même la privation de la liberté quand il s'agit des enfants. Il faut y accorder un intérêt tout particulier et spécifique à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dire que toutes les mesures sont prises par l'administration pénitentiaire afin que les enfants sentent moins l'absence des parents. Voilà, Adama Jimde va nous proposer un autre numéro sur Bolé mineur le jeudi prochain, Inch'Allah. Et c'est ce qui me fait à cette édition que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde, Abse Traoré, réalisation Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Dao. Sekou Traoré a assuré la transmission sur les plateformes digitales. Restez connectés sur votre radio nationale. Tout à l'heure, la lecture des avis est communiquée par Kani Keita. Merci et bonne écoute radiophonique.